Vers le kilomètre 300, on commence à chercher des signes de vie, un campement, des lumières, des feux. On se dit que 250 personnes qui campent au même endroit, ça doit se voir de loin, bon sang. Mais rien. On est comme Sir Anne, on ne voit que la route qui tourne et qui tourne dans le noir absolu, aucune lumière à l'horizon. Il fait nuit noire, on ne sait pas du tout où on va. Heureusement, on finit par tomber, comme par miracle, sur un quidam. Au passage, il faudra m'expliquer comment, dans les endroits les plus paumés, des bédouins surgissent d'un seul coup de nulle part sans qu'on s'y attende. Qui nous indique, dans un grand geste de burnous, une ville, ou du moins ce qui ressemble à une ville, là-bas, au loin, en contrebas, et qui est totalement inéclairée. Heureusement qu'on l'a rencontré, ce gars-là, car sans lui, on n'avait aucune chance de la trouver. De loin, il ne semble rien y avoir de vivant dans cet endroit. On quitte donc la route principale et on se dirige vers ce qui ressemble à une ville morte. Il est 2 heures du matin, car nos mésaventures mécaniques et l'allure de tortue à laquelle nos pauvres phares et notre méconnaissance du terrain nous ont contraints ont fait que le temps a passé et que nous accusons 3 bonnes heures de retard sur le reste de la caravane. Bien sûr, depuis le Tipasa et pour tout dire depuis Marseille, nous n'avons rien mangé et rien bu. Et tous les deux, on n'aurait rien contre un bon grog. C'est du moins ce qu'on se dit en dévalant la piste enlacée qui descend de la nationale vers la ville. Mais nous pénétrons dans un campement tout feu éteint. C'est bien notre caravane, je vois les Range, les Toyota, les motos, tout le monde est bien là, seulement voilà, ils dorment à poing fermé. Fébrilement, à la lueur de nos phares, on explore les véhicules un par un à la recherche de notre Toyota et de nos précieux duvets. 1 tour, 2 tours, 3 tours, rien à faire, il faut nous rendre à l'évidence, le Toyota est introuvable. Mais où est-il donc ? De guerre lasse, on coupe les moteurs et on commence à sautiller sur place pour se réchauffer. C'est que ça caille. Au thermomètre, il fait -2. Que faire ? Sur nous, nous n'avons que nos cuirs. Et oui, à cette époque, pas de doudoune, ni de pantalon en nylon renforcé et surtout doublé. Le cuir, rien que le cuir. Et ce n'est pas un matériau particulièrement chaud quand la température flirte avec -0. Pas l'ombre d'une tente et surtout pas de duvet. On n'a rien de chez rien pour nous protéger et le froid pique de plus en plus. Je donnerais ma vie pour un semblant de duvet, une bonne soupe chaude, même liébig. Mon dernier repas remonte à plus de 12 heures. Dans les voitures et les camions, tout le monde en écrase, rien à faire, on ne peut pas décemment aller toquer à leurs carreaux, réveiller des concurrents épuisés et leur dire « Poussez-vous, faites-moi une petite place ». On explore les sacoches des bécanes. Hélas, on les avait vidées en prévision de ce qui s'annonçait comme une simple étape de liaison. Résultat, on étale notre butin, une seule couverture de survie en aluminium pour 2. C'est maigre. On tente de s'installer dessus, mais le sol est en caillasse. On ne peut pas dire que ce soit confortable. Côté température, on mise sur la chaleur animale. Peine perdue. Au bout d'1 quart d'heure, j'ai les oreilles gelées. Je suis obligé de remettre mon casque pour me tenir plus chaud, ce qui est très inconfortable pour dormir. Au final, de 2 à 6 heures du matin, pas un seul de nous n'a réussi à fermer l'œil. Nous n'avons fait que claquer des dents, taper des mains, nous relever, nous recoucher et tenter de nous enrouler à tour de rôle dans le mince film d'aluminium sans jamais parvenir à nous réchauffer. Depuis toutes ces années, chaque hiver, quand le thermomètre flirte avec les températures négatives, je repense immanquablement à cette nuit de la Gouatte et je compatis envers les pauvres airs sans toit, obligés de dormir dehors par grand froid. En tout cas, je viens de prendre ma première leçon. L'aventure, avec ses hauts et ses bas. Mais revenons à la Gouatte. Vers 6 heures, le campement s'ébroue et enfin on nous découvre, bleu de froid, transi, hagard. Moi, je ressemble à l'aïeul de la fée des glaces et Eric à un viking venu des terres glacées du cercle polaire.
Ah, on n'est pas près d'oublier cette nuit-là. C'est alors que j'aperçois Thierry, frais et rose dans sa combinaison bleue, sous une doudoune bien chaude. Avec un petit sourire en coin, il me glisse moqueur. Dis donc, t'as une petite mine ce matin. Oh, je le tuerais. Mais c'est déjà le départ de la liaison vers Regan. Vite, il faut démarrer les engins, même pas le temps de quémander un café à quelqu'un, tout est déjà remballé, allez, chienne de vie. Je grimpe sur ma goudzie, pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, pourtant je me sens comme passé dans une essoreuse, des larmes de rage et de dépit brouillent ma vue, mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Je viens de découvrir que dans le désert, il fait froid la nuit. Et alors ? Je suis plus forte que ça, je me le répète au fond de ma tête. Et ça finit par rentrer. On en verra d'autres. La route jusqu'à Regan est longue comme un dimanche de novembre. On enchaîne les kilomètres monotones en plein désert, en tentant de nous distraire avec des figures improvisées sur les bécanes. Mais au moins, on roule par petits groupes, on fait des courtes haltes, on arrive à se détendre un peu, et le soleil est là pour nous réchauffer. Nous commençons à découvrir l'étendue des distances au cœur du désert algérien. 1500 kilomètres ainsi, c'est long, très long. On finit par atteindre l'étape à la tombée de la nuit, qui, comme toujours dans le désert, vient de débarquer sans prévenir. Regan est une ville qu'en France on qualifierait de village, mais qui, en plein désert, fait figure d'important chef-lieu. Dans le campement qui s'est improvisé aux portes de la ville, on fait enfin la jonction avec notre Toyota d'assistance. Les mécanos nous racontent qu'ils ont été moins chanceux que nous la veille au soir. Ils sont passés à 2 kilomètres de la Goîte, située en contrebas, et comme tous les feux du campement étaient déjà éteints, ils n'ont pas vu et ils ont taillé la route et en décidant finalement de filer jusqu'à Regan avec nos duvets. Voilà ce que c'est que rouler hors convoi. Sur la liaison Laguat-Regan, pas de pointage ni de contrôle horaire. Un seul impératif imposé par Thierry, rallier Regan le lendemain soir 30 décembre. Pour ce faire, il y a 2 méthodes. Certains ont dormi en route, d'autres ont parcouru les 1450 km d'une seule traite, ce qui leur laisse une journée pour décompresser à Regan et mécaniquer avant d'attaquer la piste et les choses sérieuses. Car jusqu'ici, nous n'avons fait que rouler sur le bitume. Attention, n'allez pas croire qu'il s'agit d'une promenade de santé sur la transsaharienne fraîchement inaugurée. Parfois, on peut tomber sur des trous gros comme des immeubles au moment où on s'y attend le moins, ce qui rend cette route extrêmement dangereuse. Pour la petite histoire, ce sera l'unique fois où le rallye empruntera cette route. Aussi vite construite qu'abandonnée, car mal conçue sur un terrain mouvant, elle sera mise au rencard l'année suivante et la piste a aussitôt repris du service pour rallier Tamanrasset. Bref, nous n'avons fait jusqu'ici que traverser le désert sur une route bitumée, mais nous n'y avons pas encore goûté à la piste. Ces longues liaisons sont éprouvantes pour le mental. Bercés par le bruit du moteur, nous roulons sur un ruban d'asphalte désespérément plat qui s'étire sur une étendue de dunes tellement vaste qu'elle en donne le tournis. Soudain apparaît une intersection, plus exactement une fourche, surmontée d'un panneau indicateur qui mentionne Tamanrasset 1370 km. Sacrée distance quand même. Et tout de suite après, la monotonie reprend, sans le moindre point de repère, juste des dunes, encore des dunes, et l'horizon au loin qui semble fuir au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Pour un peu, on s'endormirait sur sa bécane tant l'étape est monotone, mais on se dit qu'il faut bien en passer par là et prendre notre mal en patience. Autant dire que lorsque, par hasard, on rencontre un groupe de maisons ou quelque chose de vivant, on est content de s'arrêter. Dans l'un des rares villages traversés, j'aperçois des motos qui font une halte. Personne que je connais, zut. Mais où sont passées les filles ? Pascal, Christine, Marie. La dernière fois que j'ai vu Marido, ma complice de toujours, c'était à Laguat. Mais j'étais tellement abrutie par ma nuit glaciale
que je n'ai même pas eu le cœur à lui parler. Depuis, je sais qu'elle m'en veut un peu d'avoir abandonné leur groupe féminin, les Kickeuses, lorsque j'ai été intégrée à l'équipe Guzzi, et j'ai quelque part mauvaise conscience. Il faut que je me rabiboche avec ma camarade. Elle me manque. Seulement voilà, j'arrive pas à la retrouver dans ce fichu désert. Pour une fois que l'expression perdue dans le désert se justifie, il faut que ça tombe sur moi. Et je roule. J'enroule du câble, guettant en vain les silhouettes à l'horizon qui me jouent des tours visuels à la recherche du blouson rouge de Marido. Je ne la retrouverai qu'à Regan. Aux 2/3 de l'étape, Timimoun constitue le dernier point habité où l'on peut faire le plein. Par bonheur, il y a aussi une poignée d'épiceries. Alimenter la bécane, c'est bien, mais il faut aussi penser à nourrir le corps. Et ça, l'organisation ne l'a pas prévu sur ce premier Dakar. Nous sommes donc obligés de nous ravitailler à la one again, chacun pour soi. Hélas, les pauvres commerçants n'ont pas été informés de l'arrivée d'une horde d'affamés et ils n'ont pas les stocks nécessaires pour satisfaire tout le monde. Les premiers arrivés, c'est-à-dire les plus rapides ou les plus rusés, ont pillé tout ce qui se mange, boîtes de conserve et pain. Les rayonnages sont vides, il ne reste que la brillantine, le savon de Marseille, les allumettes, mais rien de comestible. Ce cas de figure se reproduira dans tous les villages algériens. Nous ne trouverons jamais rien à manger dans les épiceries. Fort heureusement, l'Afrique noire sera plus tendre avec nos estomacs. Du coup, à Timimoun, comme nous avons un peu de temps, nous nous rabattons sur les 3 étoiles Michelin entourant la place du marché. Et on y mange quoi dans ces hauts lieux de la gastronomie ? Ce qu'il y a en cuisine, pardi. Eh bien, je vais vous dire, c'est bon. D'abord parce que c'est simple, et aussi parce que c'est notre premier repas depuis le bateau, il y a 2 jours. Puis nous reprenons la route, le ventre plein, mais les sacoches vides de provisions. On sent que les jours qui suivent risquent d'être difficiles côté intendance. Regan. La ville offre le mérite de ressembler enfin à un endroit habité. C'est déjà ça. Dans cette ancienne base militaire où il ne se passe pas grand-chose, l'effervescence est totale. Les premiers arrivés ont planté leur bivouac sur la place centrale, provoquant l'arrivée des badauds, inévitable en Afrique. Autour d'un aéropage de locaux ébahis, les tentes sont déployées, les cantines déballées, les bardas éparpillés et les motos désossées. C'est un vrai capharnaüm, coloré, bruyant, hétéroclite. Au fil des heures, on voit arriver des concurrents un peu hirsutes, déjà cradingues pour certains, ce qui ne fera qu'empirer au fil des étapes, et qui s'empressent d'empiler leurs impedimentés à côté des précédents. Au bout du compte, en fin de journée, Regan ressemble à un campement de Romano. Par ici, on déploie les outils, par là, on soude, par là, on bricole, ça bidouille de partout. D'autres, plus prévoyants, mettent à sac les épiceries locales, encore elles, jusqu'à la dernière boîte de sardines. Dès 10 heures du matin, les rayons sont aussi vides que les poches de Charlot, et les pauvres concurrents qui continuent d'arriver en flux serré s'y cassent les dents. À la fin de la journée, un soleil rouge, sorti d'un film de Terence Young, éclate sur fond de ciel bleu marine. Les plus esthètes ou les moins stressés goûtent le spectacle. C'est un moment de grâce, comme le désert sait en réserver quelquefois. En tout cas, ce coucher de soleil écarlate sur Regan est une parenthèse magique. L'accueil des locaux est formidable. Je pense sincèrement que c'est précisément ce qui manque au Dakar d'aujourd'hui. Un contact vrai et authentique avec les populations. Les habitants de Regan se font un plaisir d'aider, dans la mesure du possible, ces drôles de baroudeurs venus de nulle part qui, de leur côté, n'hésitent pas à échanger avec eux. Bref, l'instant est précieux. Il faut dire aussi que si l'on accepte la parenthèse ratée de la Gouatte, c'est notre premier campement collectif. Chacun commence à prendre ses marques. À la tombée de la nuit, Max Meignier, qui officie pour RTL, retransmet en direct vers la France, grâce à l'immense antenne
déployé chaque soir par son équipe. Grâce à lui, au miracle, les standardistes de la station de radio peuvent appeler nos familles individuellement et transmettre nos messages. Le bruit se propage rapidement dans la caravane et se forme alors une file de concurrents soucieux de rassurer ses proches. On glisse son petit papier avec le numéro de téléphone à appeler et le message. C'est ainsi que mes parents ont reçu ce genre de coup de fil dans la nuit. Ici le standard de RTL. Votre fille portant le numéro 88 au Paris-Dakar est à Regan. Elle est en bonne santé et elle vous embrasse. Formidable, non? 1000 merci à Max. Tout en faisant la queue devant l'antenne RTL, on peut entendre Max officier en direct, ce qui donne à peu près ceci. Ici Max Meignier. L'émission Les routiers sont sympas. Je vous parle en ce moment même depuis Regan, quelque part au cœur du désert algérien, un endroit complètement paumé au milieu des sables, et j'entends en ce moment même Yves Senil qui est en train de rôder, en prévision de la spéciale de demain, le moteur de son buggy engagé dans le premier rallye Paris-Alger-Dakar. Et en bruit de fond, on entend vrombir un moteur, à l'instar des hunaudières, qui va et qui revient toujours à fond la caisse, tout ça amplifié par le désert. C'est la magie du direct. Max reprenait. Ici, à Regan, il se passe des choses. Dès demain, les concurrents vont attaquer les pistes du désert. Ils vont traverser l'Afrique et tenter d'atteindre Dakar le 14 janvier prochain. Du moins pour les plus chanceux. Au moment même où vous vous apprêtez à fêter le réveillon, moi je vis en ce moment des aventures extraordinaires. Nul doute que les auditeurs de Max ont commencé à rêver de dunes et de sable ce soir-là. La légende était en marche. Mais la nuit est courte. C'est la première occasion de nous raconter les émotions vécues depuis le bateau, et puis l'idée de la piste à affronter demain nous excite et nous effraie en même temps. Du coup, le sommeil tarde à venir. De mon côté, j'ai enfin retrouvé Marido, mais elle est engluée dans les problèmes de son range d'assistance, et moi, idem, avec le toy de l'équipe Guzzi. En fait, c'est un peu le cas de tout le monde. Apprendre à gérer son assistance est un sport que nous ne maîtrisons pas encore à la perfection. Cela s'apprend avec le temps. N'oublions pas que nous n'en sommes qu'au tout premier Dakar. Donc, statu quo jusqu'à demain, et nous profitons de nos chers duvets. Ce sera la seule et unique fois, mais nous ne le savons pas encore. Le lever de soleil, tout aussi magique que son coucher, nous surprend, et, tout en grelottant, car il fait -2 comme d'habitude, nous nous apprêtons en hâte pour le départ de la spéciale. C'est qu'il s'agit de plier tout le barda en un temps record, encore un sport national qu'il nous reste à maîtriser. On n'en est qu'au début. Thierry passe dans le campement avec son mégaphone. « À vos engins dans 10 minutes !»« Oh là là ! Il faut ranger tout du mieux qu'on peut, on se presse, on se bouscule, vite, 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 il faut y aller. » Les plus vénards, mais qui, ont droit à un café, mais pour la majorité, ce sera un coup de sifflet bref au pied de l'escalier, à la place. Nous voici regroupés à la sortie de la ville, au départ de la piste qui mène à Insallah. Les gorges sont nouées, tout le monde est pâle des genoux et anxieux à l'idée des 250 kilomètres de sable mou qui nous attendent. Marido passe devant moi avec son numéro 44 et comme d'habitude, elle ne peut pas s'empêcher de faire le pitre. Elle nous désigne l'arrière de son sac à dos d'où dépasse une théière. En pleine épreuve spéciale, je n'y crois pas. Sauvêtre, Châle et Martin sont hilars. Neveu rigole jaune, l'angoisse sans doute. Quant aux compères d'Eul et Vassar, ils se tordent de rire. Sacré Marido, au moins elle sait détendre l'atmosphère. Hélas, ce sera la dernière fois où je la verrai debout, car à Insallah, ce sera sur une civière. Devant moi, les concurrents s'élancent toutes les minutes et je sens d'un coup une petite boule qui monte au fond de moi et une petite voix qui me parle, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère ?
Tu étais bien au chaud chez toi, au milieu de tes chats, avec ton confort, tes petites habitudes. Pourquoi as-tu quitté tout ça pour venir faire la gugus dans le désert? Cette fois, c'est sûr, j'entends des voix, je dois être folle alliée. Enfin, c'est mon tour de partir et la petite voix ferme son clapet. À cet instant me revient en tête une de ces petites phrases assassines dont Thierry a le secret. Il l'a prononcée à mon encontre 6 mois plus tôt, au départ de la Croisière Verte. À l'époque, je découvrais à peine la moto, j'avais posé mes fesses sur un 2 roues à peine 15 jours auparavant, et je m'étais retrouvé engagé dans cette course par le plus grand des hasards. À cause de BP et de Honda France, ce serait trop long à vous raconter, mais c'était un pur hasard. Et je n'en menais pas large à l'idée de traverser la France du nord au sud par les chemins de terre. Et c'est alors que je m'élançais dans le tout premier chemin empierré que j'ai entendu Thierry dire « Elle n'ira pas loin ». Une petite phrase qui n'était pas destinée à ce que je l'entende, mais qui avait néanmoins piqué mon orgueil au vif. Du coup, j'en avais fait une affaire d'honneur. À chaque chute, à chaque bourbier, à chaque difficulté du terrain, je repensais à cette petite phrase et ça me permettait de trouver en moi la force de me dépasser et de surmonter l'obstacle. À la fin, si j'avais dû porter ma 125 sur les épaules, je l'aurais fait tant je voulais prouver à Thierry qu'il se trompait. Vous devinez la suite? J'ai terminé la Croisière Verte. Classée. J'avais prouvé à cette peau de vache de Thierry, en toute amitié, que j'étais capable de le contredire. Si ça avait marché pour la Croisière Verte, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le Dakar? C'est très exactement ce que je me disais en prenant le départ de la spéciale Regan Insala, moi qui n'avais jamais fait de moto dans le sable. J'avais un peu les genoux qui jouaient les castagnettes, mais j'étais motivé. Et comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et des tilleuls verts sur la promenade. Les premiers kilomètres sont laborieux. Je m'attends à me ramasser une gamelle à chaque instant. Bon sang, mais pourquoi ma Guzzi ne veut-elle pas rouler droit? C'est mou, c'est glissant, et puis d'un coup c'est dur. Je ne m'en sortirai jamais. J'aurais jamais imaginé que ce soit aussi difficile de piloter sur une piste. Première frayeur dans le sable mou, très mou. La 500 TT reste plantée tout droit. Et moi avec. Ouf, elle n'est pas tombée, c'est déjà ça. Bon, moi oui, mais c'est pas grave. Je redémarre. Une merveille ce démarreur électrique. À cet instant, j'ai une pensée émue pour Marido avec son XT500 qui démarre au kick. Dans ce cas, c'est environ une demi-heure perdue pour le redémarrage à chaud. Quelle galère! Au fil des kilomètres, miracle, je me décontracte et je prends de l'assurance. Formidable! Après avoir galéré, je prends plaisir à piloter et même à zigzaguer entre les traces, car les voitures qui sont passées avant nous ont tracé des sillons bien profonds, car oui, au premier Dakar, les classements auto et moto étaient confondus. Tout le monde était mélangé, ce qui rendait la piste plus difficile pour les 2 roues. Un village surgit, c'est le seul et unique point de repère de l'étape. Le roadbook indique de prendre à droite. Croyez-le ou pas, Pascal Guery trouvera le moyen de se tromper et prendra à gauche. Et plus tard, elle me confiera en riant. Oh, moi, de toute façon, je me perdrai entre la porte de Bagnolet et la porte de Pantin. Alors tu penses à Regan? Bon, moi, je traverse le village sans encombre, je prends à droite. Quelques habitants nous encouragent, ça fait du bien, et ça me confirme que je suis sur la bonne voie. Plus qu'une 50aine de kilomètres avant l'arrivée. Finalement, la piste, c'est pas si dur que ça. Suffit de s'habituer à rouler en crabe. Ça fatigue un peu les poignets, mais bon. Petit à petit, je prends de l'assurance. Je commence à doubler des concurrents. Je n'en reviens pas, je m'arrête même pour 2 d'entre eux. D'abord Philippe Jambert avec sa BMW de route et ses garde-boue peu adaptés à la piste qui provoquent des blocages de la roue par accumulation de sable entre le pneu et le garde-boue.
et ce n'est que le début de son calvaire. Et ensuite, pour un second motard dont je ne me souviens plus du nom, qui a cassé le verre de ses lunettes Climax. Je lui donne ma paire de lunettes de rechange et je lui conseille de jeter ses Climax. Comment peut-on raisonnablement rouler sur la piste en portant des lunettes en verre? Imaginez qu'il chute et qu'un éclat de verre vienne lui perforer l'œil. Cette mésaventure incroyable prouve quel niveau de méconnaissance du terrain était le nôtre. Et alors que je vois quasiment le bout de la spéciale, non loin de l'arrivée à Insala, c'est là que me vient mon idée de génie, pauvre de bois. Comme j'en ai assez de rouler dans les ornières, creusées par les 4x4, j'en ai plein les bras, et je me dis, pourquoi ne pas rouler hors piste, à quelques mètres à peine de la piste principale, là où le sable, tout plat, tout frais, semble parfait pour mes petits bras. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je sors des ornières et me voilà sur le sable vierge. Un pur bonheur. Ça me permet d'aller plus vite sans guidonner, mais ça ne durera que le temps des roses. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir décollé sur une série de petites vaguelettes, des petites bosses, le temps de m'apercevoir qu'elles étaient très très dures, mais vraiment très dures. Je suis déjà en l'air, et comme je roule trop vite, c'est la catastrophe assurée. J'ai réussi à passer la première et la deuxième sur la roue arrière, mais à la troisième, je suis retombé sur la roue avant, et là, ce fut le crash. Un soleil, mes aïeux. D'un seul coup, le temps s'est arrêté. Impossible de dire combien de temps ça a duré. Je me suis réveillé, groggy, allongé sur le sable, entouré par ce silence minéral palpable qui n'appartient qu'au désert. Et là, j'ai eu un flashback. Je me suis souvenu d'un grave accident de voiture que j'avais eu autrefois et je me suis revue allongée dans l'herbe, à moitié morte. Je me suis fait la réflexion, si tu ne peux plus bouger, c'est que tu vas mourir. Ça m'a fait froid dans le dos. Il fallait que je bouge. Au moins que j'essaye. Et là, ô miracle, je pouvais non seulement bouger, mais me tenir debout. Je n'avais donc rien de bien grave. Quel bonheur! Le temps que j'avais passé inconsciente, alors là, j'en avais aucune idée. Je m'ébroue, toujours personne en vue. Seul le silence me répond. Autour de moi, j'aperçois les débris de ma Guzzi, le réservoir d'un côté, la fourche de l'autre, les sacoches éparpillées. Quel désastre! Dans mon bel inconscient, je me dis, bon, c'est pas si grave, les mécanos vont venir chercher la bécane, ils vont la réparer, et ils auront toute la nuit pour ça. Dès lors, je n'ai plus qu'une idée, rallier Insala, retrouver mon équipe et revenir chercher ma bécane avec eux avant d'écoper des 7 heures de pénalisation fatidiques afin de pouvoir rester en course. Quand je vous dis que je suis inconsciente. Donc, j'attends, assise sur une dune, pendant un temps qui me semble infini, en réalité 10 à 15 minutes, pas plus, jusqu'à ce que j'entende un bruit de moteur. C'est le 4x4 de Max Beignet. Il s'arrête, baisse sa vitre et me demande si ça va. Non, non, j'ai rien de cassé, juste la moto, je lui réponds. Et là, j'enlève mon casque et je vois sa tête changer de couleur. Moi, je le vois pas, mais lui, il voit que du sang rougit mon chèche. Explication, dans le choc, la mentonnière de mon intégrale est venue heurter mon nez, ce qui a provoqué un tout petit saignement. Mais c'est suffisant pour mettre l'ami Max en panique totale. Le pilote de Max, terrorisé, pensant sans doute à une fracture du crâne, décide alors de redémarrer en trombe, me laissant planter là. J'ai le temps d'entendre « Il y a une voiture qui arrive, on t'envoie du secours !» Et puis plus rien. J'en ai longtemps voulu à Max avant de comprendre qu'il roulait avec un angoissé total, novice sur la piste, pour qui seul comptait le fait d'émettre avec RTL à l'heure H. Me revoilà donc à attendre, et les minutes comptent double.
enfin arrive à Campagnola dans un nuage de sable. Ouf, il stoppe à ma hauteur. À son bord, 3 hommes, mais pas de couffin. Ils acceptent de me faire une petite place. Ce sera sur les genoux de Dominique Bertrand. Et on roule jusqu'à Insala. Je n'ai toujours qu'une seule obsession, retrouver ma Guzzi. Première halte, à mon assistance. Là, j'explique au mécano qu'il faut retourner chercher ma moto et afin que je passe la ligne d'arrivée et que j'évite les 7 heures de pénalité. Dans mon esprit, je suis toujours dans la course. Ça ne peut pas s'arrêter là. Et c'est alors que quelqu'un me dit « Et pour ton poignet, tu vas faire quoi ?» Je regarde mon poignet, il a doublé de volume. Incroyable. À part dans le Campagnola où j'ai un peu dégusté, sinon j'ai pas senti. Je ne me suis aperçu de rien. Changement de programme. Je laisse les mécanos gérer l'histoire de la moto et direction l'hôpital. Alors là, qui n'a pas connu l'hôpital d'Insala dans les années 80 n'a jamais rien connu. L'hôpital ressemble à un vieux hangar de l'aviation, avec son toit en tôle, mais certainement pas à une unité médicale digne de ce nom. Le bâtiment est perdu à l'autre bout de la ville, au fond d'un cul-de-sac où l'on accède par un chemin de sable. Il est minuscule, bas de plafond, chichement éclairé, l'ambiance est glauque. 2 médecins ou 2 aides-soignants, on ne sait pas, officient dans cet univers sorti tout droit d'un roman de Simenon, et il semble totalement débordé. Et pour cause, en ce soir du 31 décembre, il leur arrive des patients de partout. De plus, ces patients sont hagards, poussiéreux, vociférants. Dans ce qui fait office de salle d'attente, mais qui ressemble en vrai à une cellule de la santé, je découvre Alain Barre, ainsi que mon pote Dominique Martin, celui qui m'a fait acheter ma première XT500, ça ne s'oublie pas, qui arborent tous les deux un bras en écharpe, ce qui n'a pas entamé leur bonne humeur. Dominique détend un peu l'atmosphère, on en a sacrément besoin. Et on continue à attendre sagement pendant que nos camarades sont à la radio. La tension de l'étape étant retombée, chacun se lâche et commence à raconter ses mésaventures du jour. La salle d'attente commence à ressembler à une joyeuse cacophonie d'éclopés. À ce moment-là, un concurrent déboule dans le service et nous annonce que Marido a lourdement chuté dans la spéciale et qu'elle aurait la jambe cassée en plusieurs endroits. L'ambiance se plombe d'un seul coup. Je n'ai plus du tout le cœur à rire. Marie est dans la tourmente. Soudain, un médecin d'origine asiatique apparaît, qui nous parle par signes, et dans un anglais totalement incompréhensible, on finit par comprendre, c'est l'heure de la radio. Dans les rangs, la débandade est totale. Chacun se fait des politesses de peur de passer en premier. Du coup, le toubib s'énerve et regarde Barre en disant « You !» Alain obtempère et le suit, tête basse, non sans un dernier regard vers nous, on se croirait dans un film de Kayat. Ils disparaissent et le silence s'installe. Pas pour longtemps. De l'autre côté de la cloison, nous parviennent des gémissements et des cris de douleur. Les visages des éclopés pâlissent. Les radios à Insala, ça n'a pas l'air très cool. Mais déjà, Barre sort, il a la couleur d'un lavabo. C'est au tour de Dominique Martin, et dès qu'il est entré, on entend ses hurlements. « N'appuyez pas, ça fait mal, bon Dieu !» Dans la salle d'attente, nous, on n'emmène pas large. Au moment où je vais me débiner, une infirmière moustachue surgit de nulle part, m'apostrophe. « C'est à vous !» J'entre, mais je donnerais n'importe quoi pour me trouver ailleurs. Finalement, après une radio plus que laborieuse, on me diagnostique une simple fracture au poignet, mais c'est juste la tête de l'os, pas besoin d'opérer, ce dont je me félicite. J'ai eu chaud. Pour peaufiner le tout, j'ai aussi les ligaments du genou gauche arrachés. Je m'en sors avec un plâtre au poignet droit et un bandage au genou gauche. Pour le look, c'est pas tip-top. Mais bon, on fera avec.
le poignet fracturé, mais c'est à cet instant-là que je réalise enfin que le Dakar, eh ben, c'est fini pour moi. Ce que mon équipe savait depuis des heures, mais que moi, de mon côté, je refusais d'admettre. Bon, rassurez-vous, j'irai quand même jusqu'à Dakar, jusqu'au 14 janvier, mais en Toyota BJ, puis en Range Rover, ce qui me vaudra un autre paquet d'anecdotes que je vous raconterai une autre fois.